Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle conférence VK. Configuration exceptionnelle une nouvelle fois, puisque cette conférence respecte scrupuleusement les règles du confinement et celle-ci est entièrement réalisée à distance avec chacun de nos intervenants. Cette webconférence s'inscrit dans notre campagne solidaire du service public, avec le soutien de nos partenaires que nous remercions vivement de s'être joints à nos côtés pour offrir le maximum d'informations et de ressources utiles au secteur public en cette période difficile. La CASDEN, la banque coopérative de toute la fonction publique, la MNT, la mutuelle nationale territoriale, première mutuelle des agents services publics locaux en santé comme en prévoyance, la SMACL, créée par et pour les élus locaux, SMACL Assurance est leader de l'assurance des collectivités territoriales. Alors tout au cours de ce mois d'avril, nous organisons un cycle spécial de 4 webconférences. Celle-ci est la première, dédiée aux problématiques que la gestion de crise fait émerger. Celle-ci est donc la première de ce grand cycle d'une webconférence par semaine, voilà, sur tout le mois d'avril. Vous retrouvez également sur vk.fr et nos réseaux une grande série d'entretiens des acteurs publics face à la crise, menés par Hugues Périnel. Nous donnons la parole à ceux qui font face dans les collectivités et les établissements publics, notamment l'hospitalier. Riches d'enseignements, nous pouvons apprendre collectivement de cette crise. Vous retrouvez également sur vk.fr nos ressources documentaires spéciales gestion de crise en accès libre. Vous y retrouvez les aspects de ressources humaines, de gestion des marchés, de pilotage de la crise et de continuité des services publics. Il vous suffit de vous créer un compte sur vk.fr et vous pouvez accéder à ces contenus tout à fait librement. Alors notre sujet du jour est celui du management à distance en situation exceptionnelle avec la région Grand Est que nous remercions évidemment pour avoir répondu à notre invitation. Alors pourquoi la région Grand Est? Tout naturellement, nous les avons sollicités après l'apparition de leur guide produit très rapidement en quelques jours et celui-ci a essaimé un peu partout très rapidement une nouvelle fois et tout le monde a salué la qualité du travail et le côté pédagogique riche d'enseignements que chacun pouvait en tirer dans cette situation. Alors, nous accueillons pour cet événement exceptionnel 3 membres de la région Grand Est. Alors, dès à présent, nous excusons Nicolas Pernaut, DGS de la région Grand Est, retenu en dernière minute en réunion de crise toute particulière. En ce moment, nous le comprenons évidemment tout à fait. Donc, Nicolas Pernaut est tout à fait excusé. On lui souhaite beaucoup de courage. Nous accueillons Clément Cambon, délégué à l'innovation et à la modernisation de l'action publique de la région Grand Est. Bonjour Clément. Et nous accueillons également Guillaume Colin-Mer, chef de mission Managest à la région. Bonjour Guillaume. Bonjour. Alors, nous allons aborder plusieurs volets de cette contenu dans ce guide, plusieurs volets du management à distance, management de crise, on pourrait dire. Tout d'abord, celui-ci traduit nécessairement une volonté forte à l'origine et déjà une expérience dans ce type de management. Et donc, nous allons, grâce à Clément Cambon, Guillaume Colin-Mer, parcourir un petit peu ce guide et en tirer le maximum d'enseignements. Nous allons faire place au maximum à vos questions. Vous pouvez poser vos questions en direct via votre fenêtre GoToWebinar sur la droite de votre écran. N'hésitez pas à poser vos questions dès maintenant et au cours de cette webconférence. Nous avons 4 étapes à aborder. À la fin de chaque étape, nous accorderons un temps de questions-réponses voilà, au maximum. Sans plus tarder, je dirais commençons à parcourir le guide du manager en situation exceptionnelle. Alors tout d'abord, partons sur la conception du guide, Clément. Oui, excusez-moi, petit problème technique. Oui, conception du guide et puis contexte aussi de réalisation du guide. Je pense que c'est intéressant pour tous ceux qui nous écoutent de comprendre aussi dans quel contexte on a fait ce guide. Donc, région Grand Est, on a fait ce guide à destination des managers dans cette période de crise. Juste pour qu'ils comprennent le contexte, on est une grande région, donc on avait
développé depuis la fusion des 3 régions une expérience en termes de travail à distance, expérience qui nous a quand même servi dans ce contexte particulier. Depuis le début de l'année, on expérimentait le télétravail et on peut dire qu'on est quand même, là aussi en termes de contexte, plutôt bien outillé en termes d'outils de travail à distance et de télétravail. Donc je voulais préciser ça parce que ça donne aussi le contexte dans lequel ce guide est arrivé. Bien sûr. Ce guide, il est arrivé un peu dans l'urgence, même complètement dans l'urgence, puisque réunion exceptionnelle de direction le dimanche, qui précède le confinement, et très vite, évidemment, on gère tous les aspects qu'on doit gérer dans une situation de crise pareille. Et moi, je pousse très vite la proposition du fait que on est en train de basculer plusieurs milliers d'agents en télétravail, voilà, comme ça, d'un coup, et que évidemment, ça a des conséquences managériales très fortes et qu'il va falloir accompagner cette transformation, accompagner ce changement brutal qu'on n'a pas pu anticiper. Et donc, très rapidement, moi, je propose de faire un guide et très vite, on monte une équipe autour de ce guide, avec ma direction, avec la direction de Guillaume, l'équipe de Managest et l'équipe de la DIMAP qui travaillera sur ce guide en urgence, puisqu'on décide ça le dimanche et le mardi matin, le guide est diffusé à tous les agents. Donc voilà, en quelques heures, on produit ce guide. C'est peut-être le premier travail produit un peu dans ces conditions de travail à distance imposées. Et très vite, on met en place finalement aussi les modes de fonctionnement qui vont nous servir aussi à nourrir ce guide et notamment cette transversalité. Voilà, c'est assez intéressant de ce point de vue-là puisque c'est vraiment la première production dans ce contexte de distance des agents, d'organisation bouleversée. Et vous avez fait travailler plusieurs services, donc je dirais en 24-48 heures, C'est avant ça. de produire le support en lui-même, c'est ça? Absolument, c'est une dizaine, quinzaine de personnes qui ont été mobilisées sur la production de ce guide, de différents services, et principalement de la DIMAP, j'en profite pour remercier mes équipes, et de Managest, là aussi j'en profite de ce webinaire pour les remercier. Et tous ces gens se sont voilà, réunis autour d'un projet. On verra que la notion de projet dans un contexte pareil est extrêmement important. Voilà, autour de ce projet-là, on s'est mobilisé en quelques heures pour produire et fournir aux managers de la région, mais aussi aux agents, là aussi on le verra quand on détaillera le guide, voilà, tous les petits outils, les petits conseils d'organisation pour gérer ça dans l'urgence. Alors, contenu du guide, quatre grandes étapes. Vous pouvez peut-être nous en détailler rapidement peut-être le contenu avant évidemment d'aller dans le fond du sujet. Guillaume, je te laisse. Oui, alors Guillaume, donc, le guide, quelque part, partait du principe que sur une situation comme on connaît actuellement, il y a peut-être deux grands impératifs qui devaient ressortir. Déjà, essayer de gérer la situation exceptionnelle au niveau managérial. Comment on se positionne en tant que manager face à une situation de crise, comment on arrive à communiquer, à prendre la bonne posture vis-à-vis des équipes, d'une part, et d'autre part, peut-être aussi comment on utilise les outils que l'on connaît actuellement, les outils collaboratifs, les outils de travail à distance pour garder le contact et pour manager à distance nos équipes. Donc le guide est un peu structuré autour de ces deux idées. On part peut-être je dirais, d'éléments un peu généraux sur le management en situation de crise et on va de plus en plus vers des conseils pratiques sur l'usage des outils collaboratifs. Et on s'est dit aussi que la période de crise, c'est aussi une période où on se réinterroge sur nos pratiques quotidiennes et qui peut permettre de tirer des enseignements profitables pour l'avenir. Donc, pourquoi ne pas, quelque part, trouver des éléments aussi de progrès dans cette période particulière, d'où la quatrième partie qui va concerner plutôt le feedback, le retour d'expérience. Absolument, le Retex, c'est exactement ça. C'est
en plein cœur de la gestion de crise quand il apparaît pas possible, mais c'est dès à présent qu'il faut mettre en place les éléments qui permettent de recueillir les informations pour pouvoir avoir un véritable un retour dès la crise passée pour pouvoir améliorer les organisations et trouver ce qui a fonctionné et ce qui n'a pas fonctionné a fortiori. Avant de démarrer notre première partie, donc Guillaume nous a présenté un petit peu ces 4 grandes étapes. Nous aborderons en détail ces étapes et vous pourrez vous poser vos questions. À chaque fin de ces étapes, nous accorderons un temps pour ces réponses, pour ces questions et ces réponses. Première question, sondage. Nous vous faisons réagir aussi en direct sur le sujet. Votre structure était-elle préparée à un passage rapide en télétravail? Voilà. Ce guide est peut-être venu répondre à certaines interrogations urgentes. Maintenant que vous êtes passé un petit peu en management à distance, selon vous, est-ce que votre structure était-elle prête? On vous laisse quelques secondes pour répondre à ce petit sondage. Et nous pourrons en commenter les réponses par la suite. Alors, 75% de non, 25% de oui. Alors, manifestement, il y a quand même un effet de surprise, un effet massif. Bon, cette crise est toute particulière par sa brutalité et son ampleur en termes d'impact sur les structures. Donc, la majorité de nos auditeurs aujourd'hui, qui sont d'ailleurs de structures d'établissements très différents. Nous avons des communes, des intercos, des CCAS, nous avons des gens en outre-mer que nous saluons. L'ensemble de ces structures, la grande majorité, était pas nécessairement prête. Est-ce que cela, Guillaume peut-être, et Clément ensuite, vous surprend-il? Non, pas vraiment, parce que dans cette situation, on identifie plusieurs positionnements, je dirais, des agents. On a des agents qui vont être sur des missions, je dirais, essentielles et des missions où il y a besoin encore d'une présence physique. Je pense dans les communes, par exemple, des agents qui travaillent pour assurer le ramassage des ordures ménagères. Il y a des agents qui vont être plutôt sur une activité qui peut être transposée en télétravail sous réserve que les moyens techniques soient ouverts, et il y a des agents qui ont des activités qui ne permettent pas de passer en télétravail. Donc on peut avoir effectivement une difficulté liée à cette je dirais, position un peu différente des agents, et puis une difficulté évidente aussi sur le volume, surtout sur peut-être des grandes collectivités, le volume d'agents qui doit passer en télétravail, et inversement, peut-être dans les petites collectivités, les ressources informatiques aussi nécessaires pour permettre ce télétravail. Clément, là-dessus? Oui, en complément, effectivement, ce qu'il a est une réponse normale, parce qu'il y a différents points qui finalement induisent cette réponse. D'abord, le côté extrêmement rapide, même si je pense de nombreuses collectivités avaient déployé ou expérimenté le télétravail. Là, on est sur quelque chose qui se fait finalement du jour au lendemain, où on doit passer en plus, et là où il y a le côté massif, c'est-à-dire 100% ou pratiquement de ces agents en télétravail. Et puis, il y a le côté soudain, mais y compris subi. C'est-à-dire, il y a toute une série d'agents, là où le télétravail était finalement un choix de l'agent, il est subi. Donc, évidemment, j'ai envie de dire, c'est presque étonnant même qu'il y ait des gens qui avaient une structure préparée au télétravail de cette ampleur-là, parce que elle bouleverse quand même les habitudes, et y compris les cadres même réglementaires dans le public du télétravail, puisque elle est soudaine, massive et subie. Donc c'est assez normal finalement que les structures soient pas préparées à cette bascule-là dans ces conditions-là, évidemment. D'où, j'imagine, la nécessité que vous avez sentie en produisant aussi ce guide et en le partageant massivement, effectivement. Management et communication en situation exceptionnelle. Il y a donc effectivement en urgence une nécessité d'évaluer la situation et de définir des priorités d'action.
Oui, dans une situation d'urgence, effectivement, on perd un petit peu nos repères. Le premier conseil qu'on pourrait donner, c'est de peut-être prendre le temps de redéployer l'activité. Donc, évaluer les nouvelles priorités d'action. Il peut y avoir des actions nouvelles qui vont devoir être engagées parce que le contexte a changé. Inversement, il y a des actions qui vont peut-être être reportées ou réadaptées en fonction du contexte. Donc, le premier conseil, quelque part, qu'on pourrait donner, c'est de mettre en place rapidement un échange téléphonique, puisque c'est à distance ou en visio avec les encadrants, voire avec l'équipe pour les équipes moins étoffées, pour essayer de redéfinir le qui fait quoi et peut-être d'y coupler une note de cadrage qui permette aussi de bien resituer les objectifs individuels des agents dans cet ensemble collectif, parce qu'à distance, effectivement, avec des actions et des activités qui sont redéployées, il y a un besoin de clarté pour les agents, qu'ils sachent sur quoi ils vont intervenir, le qui fait quoi, et comment ça va fonctionner en termes de méthodologie. Donc ça, c'est une étape vraiment importante pour déjà reposer les choses et rassurer les agents. Alors, nécessité de piloter l'activité effectivement avec des outils partagés, bien évidemment, oui. Oui, donc effectivement, qui dit nouvelles activités et distance, dit aussi possibilité de piloter l'activité à distance avec des tableaux de bord qui peuvent être dynamiques. Alors, sans faire de pub pour des sites web assez connus, mais on en parle un petit peu des outils type Teams qui permettent d'avoir des tableaux de bord dynamiques, qui permettent de piloter l'activité. Alors, piloter, ça ne veut pas dire fliquer, hein. Puisque là, c'est aussi un message qu'on veut faire passer sur des périodes comme ça. C'est plutôt la confiance et l'autoresponsabilisation qui doit être recherchée. Pour autant, il faut montrer qu'il y a quelqu'un qui est aussi aux commandes du navire et ce pilotage, il est essentiel pour là aussi fixer un cap. Alors là-dessus, sur les outils, est-ce que vous êtes posé la question, enfin en tout cas des questions qui vont dans ce sens-là, c'est au niveau de la sécurité des flux d'informations. Est-ce que vous avez pris en compte cet élément? Alors, si je me permets, Guillaume, la région avait, avant de connaître le virus Covid-19, avait connu le virus informatique, puisqu'on avait été attaqué de manière assez importante. Hein. Notre SI avait été fortement touché quelques semaines avant la période que l'on connaît actuellement. Et donc, finalement, on avait aussi adapté tout notre SI à cette protection-là, dans la perspective aussi du télétravail qui s'était aussi mis en place à la région. Donc voilà, on avait aussi là fait le retour d'expérience de ce qu'on avait connu précédemment par une attaque informatique. Donc évidemment qu'il faut, il faut y faire attention, et ce d'autant plus qu'on a vu se déployer de nombreux mails qui essayaient de diffuser des virus en cette période de crise. Hein. Il y a toujours une sorte de profiteurs de guerre, entre guillemets, dans ces périodes-là. Et moi, j'appelle aussi d'ailleurs tous les participants à la plus grande vigilance à tous ces mails qui sont envoyés de manière massive et qui essayent de profiter de la situation pour créer voilà, pour inséminer des virus informatiques. Donc, évidemment, il faut y faire attention, il faut adapter son SI, et puis il faut aussi acculturer ses agents à la vigilance nécessaire face à ces mails et à ces hameçonnages qui sont bien connus maintenant. Voilà, donc effectivement, il faut y faire attention. Et le contexte faisait que la région Grand Est, de par le passé qu'elle venait de subir très récemment, y était préparée. Après, il y a aussi la problématique peut-être du partage de données. Vous évoquez peut-être le lien aussi avec je dirais le RGPD, les données à Absolument. caractère personnel qu'on pourrait partager. Effectivement, là, il y a aussi une démarche qui a été engagée antérieurement à la période qu'on connaît au niveau de la région, avec un dispositif de suivi et d'alerte par rapport à l'usage de données à caractère personnel. Et il faut être particulièrement vigilant, effectivement, sur les périodes comme celles que nous connaissons, parce qu'on est tenté de partager très vite les données. Et il faut rester aussi dans ce cadre réglementaire qui existe.
Et en termes d'outils purement matériels, cette fois, avez-vous rencontré des difficultés sur l'équipement informatique des différents agents? Est-ce que c'est quelque chose qui peut se gérer en urgence ou qui nécessite une préparation en amont pour être capable d'affronter un télétravail de cette dimension? Globalement, on a différents cas de figure. On a un certain nombre de portables qui ont été déployés pour les agents qui ont été identifiés comme devant télétravailler et devant pouvoir assurer une continuité de service. Donc, on a un bon millier de portables qui sont paramétrés et qui nous permettent, par exemple, à nous deux aujourd'hui aussi d'intervenir assez facilement. Après, on a les agents qui utilisent leur matériel informatique propre. Là, il peut y avoir effectivement des difficultés et on a également aussi peut-être une problématique de toucher tous les agents puisqu'on a au niveau de nos 7500 agents en région, on a 4500 agents dans les lycées qui sont peut-être plus éloignés au départ de la donnée. Donc, on a une vigilance particulière pour les maintenir, je dirais, en contact avec un site, un mini site web dédié qui permet de diffuser des informations à tous les agents, y compris aux agents de nos 230 lycées sur tout le territoire régional. Et puis sur le plan pour compléter le propos de Guillaume, sur le plan des infrastructures, alors la région Grand Est était malheureusement aussi une des premières régions et une région les plus touchées évidemment par le virus. Donc on a essayé aussi d'anticiper et on avait aussi élargi notre bande passante réseau région pour permettre d'anticiper un possible confinement et de permettre au maximum d'agents de pouvoir télétravailler sans être bloqués. Communication essentielle, hein, vous l'avez rappelé aussi Guillaume à l'instant. Alors nécessairement nous éloignons les agents, nous éclatons les équipes. Alors comment maintenir une communication claire et transparente, enfin nécessité en tout cas? Alors ça, c'est vrai que c'est une vraie difficulté et c'est peut-être la deuxième phase, c'est la posture vraiment du manager, puisque il faut quelque part surcommuniquer sur des périodes comme celle-là, essayer de pallier quelque part l'éloignement physique et surcommuniquer et communiquer bien, c'est-à-dire communiquer en transparence, en clarté, pour ne pas alimenter, je dirais, l'angoisse, essayer d'expliquer les décisions et maintenir aussi le contact. On a pu mettre en place au niveau de la région un outil qu'on a appelé Gardons le contact, qui permet justement de maintenir cette présence et d'essayer de communiquer de façon claire et simple, sans ambiguïté, pour ne pas alimenter de fausses rumeurs. Alors c'est également la posture du manager en lui-même qui doit aussi évoluer dans ce contexte, hein. Voilà, le manager, quelque part, c'est un miroir un peu déformant d'une situation normale. Le manager doit être encore plus sur les fondamentaux du management, la confiance. Donc, être vraiment dans un message de confiance aux équipes, leur faire sentir qu'on a confiance en eux pour mettre en place les actions pour assurer la continuité du service. Être rassurant et bienveillant, c'est effectivement rassurer individuellement les agents par rapport à des craintes qu'ils pourraient avoir et surtout pas être dans le jugement, mais plutôt être souple et s'adapter à la situation en se disant qu'on ne peut pas tout contrôler. C'est déjà le cas dans une période normale, mais encore plus dans une période de crise. Il faut intégrer, relativiser la situation, essayer de remettre dans le contexte, essayer de cibler ce qu'on peut contrôler et ce qui est moins contrôlable, et essayer aussi d'expliquer que les décisions peuvent évoluer d'heure en heure si la situation évolue, et ne pas juger, être solidaire de ces décisions et bien les expliciter. Parce qu'une situation de crise, on découvre des choses et du coup, on peut être amené à réorienter notre action d'une journée sur l'autre, et il faut pouvoir l'expliquer aux équipes de façon transparente pour pas qu'on ait l'impression qu'on navigue à vue. Alors il y a divers niveaux de management dans des structures fortement hiérarchisées. Est-ce qu'il y a des niveaux sur lesquels vous avez constaté ou anticipé, parce que vous en avez de la connaissance, vous en avez la matière, des niveaux plus difficiles à mettre
à mettre en musique sur un management à distance et en télétravail plus que d'autres? Je pense que c'est plus une question de relation entre le manager et son équipe, quel que soit le niveau de management. Bon, ça va être certainement plus compliqué, bien entendu, avec une équipe étoffée où on va avoir plus de difficultés à avoir, par exemple, une réunion hebdomadaire avec 150 agents, ça va être compliqué. Donc, on va avoir des relais et il faudra vraiment accentuer, je dirais, le travail avec les managers intermédiaires pour que les managers intermédiaires soient un relais avec la même posture que le manager, je dirais, stratégique. Sur une plus petite équipe, c'est peut-être un peu plus simple parce qu'on a un contact plus direct. Et je pense qu'il faut s'adapter avant tout, effectivement, aux interlocuteurs, c'est un peu le maître mot du management, et puis aussi à la taille de son équipe et je dirais aussi à l'état psychologique individuel et collectif. Donc c'est vraiment de l'adaptation et vraiment intégrer l'humain dans le management. Alors vous avez travaillé pour l'élaboration de ce guide, on l'a vu de manière très transversale. Est-ce que des structures très en silo, avec une hiérarchie très verticale, peut aussi mettre en place tous les enseignements qui sont issus du guide? Je te laisse répondre, Clément, peut-être. Oui, ben, volontiers. J'ai envie de dire, c'est aussi l'occasion de bousculer ça et de bousculer les silos. C'est l'occasion à saisir aussi pour porter ce type de changement. Nous, on le voit dans la façon dont on fonctionne. Finalement, l'organigramme, le mode projet, finalement, prend le pas sur l'organigramme. Parce que la distance, voilà, permet aussi de casser ce travail hiérarchique. Et très vite, les gens se regroupent autour de projets et permettent de créer cette transversalité autour des projets. C'est vraiment tout ce qu'on constate qui se déploie, j'ai envie de dire, de manière presque seule, presque sans intervention, enfin sans volonté de pousser cette organisation-là. Mais c'est voilà, autour des projets se regroupent tous les acteurs qui sont concernés et créent la transversalité qui peut-être n'existait pas avant. Et donc voilà, moi je trouve que c'est plutôt une opportunité dans ce cas-là, en tout cas, de casser peut-être les silos existants. Oui, Donc puis c'est ça fait aussi assez naturellement en fait. C'est aussi source de transformation pour l'avenir, mais ça nous le verrons tout à l'heure peut-être. Guillaume, vous voulez compléter? Oui, moi j'évoquais effectivement l'exemple du travail qu'on a pu avoir sur ce guide. Moi, ce qui m'a frappé, c'est effectivement que là encore, la responsabilisation des agents est importante. Quelque part, le manager va fixer un cadre, mais on va être beaucoup moins dans des étapes de validation avec différents niveaux hiérarchiques. On va plutôt être sur un cap qui est fixé dans l'échange et après une validation qui se fait là aussi dans l'échange. Donc, ça réinterroge effectivement nos pratiques. Et si on veut faire vite et bien, je dirais la survalidation et la surhiérarchie peut être une limite dans un type de fonctionnement comme celui qu'on a utilisé. Mais ça se fait tout le temps en bonne intelligence et on s'adapte là aussi à la situation. Affirmer le leadership et cultiver la confiance mutuelle, ça c'est, vous l'avez dit, mais avec effectivement une projection vers l'avenir. Hein. Voilà, c'est vrai qu'on a toute la journée des infos quand même assez angoissantes sur ce qui se passe, sur la crise que nous connaissons et c'est légitime. Par contre, ça peut être aussi générateur d'angoisse, ça peut démotiver aussi nos agents si on voit que les problèmes qui remontent. Donc, on essaye aussi de se projeter vers l'avenir, vers les leçons qu'on peut tirer de cette période et également sur comment on peut faire pour, dans le futur, être encore plus résilient, être encore plus souple par rapport à ce type de choc. Donc là, c'est la vision un peu prospective du management qui peut rentrer en compte. Alors, question toute simple et je ne l'ai pas mentionné en introduction, mais je vous pose la question directement. Où peut-on trouver ce fameux guide dont on est en train de parler?
Alors, il est accessible sur différents supports. On l'a mis en ligne sur un réseau social bien professionnel, bien connu. Je ne sais pas si je peux le citer. Et bien entendu, nous, on est aussi complètement ouvert au partage. Donc, on a reçu plusieurs centaines, voire milliers de demandes de partage. Et bien volontiers, on le rend accessible à chaque fois qu'on nous le demande. Et même, on a certains interlocuteurs qui veulent le faire l'étoffer de leur propre expérience. Et là aussi, c'est l'échange de données qu'on favorise. Donc, on est tout à fait ouvert sur ces démarches. Donc sur le site de la région Grand Est, sur le compte LinkedIn, puisque c'est Voilà. celui-ci, voilà, hein, on le retrouve un peu partout. Hein. Ouais. Bien. Deuxième question, sondage pour nos auditeurs. Craignez-vous que le télétravail puisse nuire à l'esprit d'équipe? On vous laisse quelques secondes pour répondre à cette question. Alors effectivement, le guide a ce que vient de nous expliquer Guillaume. Hein, il y a des choses à mettre en place, des messages à faire passer, des outils à mettre en place et des postures à avoir. Mais effectivement, si rien n'est fait, le télétravail peut effectivement potentiellement nuire à l'esprit d'équipe. Donc, nous allons vous laisser répondre à ces questions et nous allons commenter les réponses par la suite. Alors, deuxième partie sur management à distance, pilotage des équipes en multisite. Ouais. Effectivement, là, l'enjeu, on le voit, hein, on bascule tous massivement en télétravail et ça nécessite de s'organiser. De s'organiser comment? D'abord de savoir comment on peut communiquer avec nos agents, communiquer entre nous. Donc il faut arriver à définir collectivement comment on travaille, recueillir les façons de contacter les agents. Tous les agents, on l'a vu hein, dans les échanges qu'on a eu précédemment, tous les agents n'ont pas accès à tous les outils. Donc voilà, il est important pour un manager de très rapidement, en début de crise ou en début de situation de ce type-là, de recenser auprès de ses agents comment il peut travailler avec eux. Quels sont les outils que chaque agent a à sa disposition? Est-ce qu'il peut téléphoner? Est-ce que l'agent a accès à ses mails? Est-ce qu'il a accès nous, on utilise Teams, comme vous l'a dit Guillaume tout à l'heure. Est-ce qu'il a accès à Teams? Est-ce qu'il a accès au réseau, etc., etc. Et ça, c'est le socle. C'est-à-dire qu'une fois qu'on sait ça, on peut passer au stade supérieur. Mais il y a une étape importante qui est voilà, de poser les bases de la communication. C'est-à-dire sur quoi on va pouvoir s'appuyer en termes d'outils, mais aussi en termes de contexte. Est-ce que vous êtes disponible? Est-ce que vous avez vos enfants à garder? Est-ce que vous avez un contexte particulier qui fait que vous êtes moins disponible de telle heure à telle heure? Une fois qu'on a posé ça en tant que manager, on peut s'appuyer sur ça pour aller plus loin. Mais c'est voilà, une brique qui nous paraît primordiale pour organiser le travail. Ensuite, juste pour l'illustrer, nous on avait par exemple lancé un petit questionnaire à nos agents sur à quoi avez-vous accès, donc petit questionnaire en ligne qu'on a envoyé à nos agents. Est-ce que vous aviez accès à tel ou tel outil? Quelles sont vos contraintes horaires pour travailler? Ça nous a permis un peu de cartographier tout ça et de nous organiser. Ensuite, le travail du manager, c'est évidemment de s'adapter, peut-être revenir juste à la slide avant, s'il vous plaît Julien, sur l'organisation des activités des agents. Ça, c'est extrêmement important. Évidemment, comme le disait Guillaume aussi un petit peu dans les valeurs du manager, mais là de manière très pratique, évidemment, le télétravail massif vient bouleverser, ou le travail à distance massif vient bouleverser ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire. Il y a des projets qui peuvent plus avancer parce que le contexte l'impose. Il y en a d'autres qu'on peut reprioriser parce que finalement, ils s'y prêtent mieux. Et ça, c'est un vrai rôle du manager, de repositionner chaque agent et de reprioriser les actions de son équipe et donc de chaque agent. Ça, c'est un élément extrêmement important. Et ça se traduit de manière très opérationnelle par le fait d'être extrêmement présent et de maintenir le lien avec ses agents, et notamment au début, de maintenir un lien presque quotidien hein, pour relancer les projets, fixer les objectifs, et ça dans des temps très courts. Peut-être, là, je vous invite à basculer sur la slide d'après.
le travail comme ça à distance, il a un effet sur le temps. Il est difficile voilà, de se projeter à 3 semaines, 1 mois. Et là, on est obligé de revoir un petit peu les modes de communication et d'être sur des temps courts. C'est-à-dire, on se fixe des objectifs, même si on peut avoir une vision lointaine, mais on se fixe des objectifs assez à brève échéance et on refait des points réguliers pour garder le contact et pour voilà, continuer à garder ce lien managérial avec ses agents et être dans ce chemin de crête entre voilà, responsabilisation et accompagnement. C'est un moment où on renforce de manière très importante la confiance dans ses agents et la responsabilisation de ses agents, puisque voilà, ils sont chacun chez eux et ils sont responsabilisés sur leurs tâches. On leur fait confiance et en même temps, on doit être là en tant que manager pour les accompagner, pour faire le point avec eux, pour les aider dans les points de blocage. Et c'est ces éléments-là qui sont extrêmement forts pour les managers. C'est sur ça qu'ils sont entendus dans des périodes comme ça. C'est certainement d'autant plus nécessaire avec des agents qui ont peut-être moins l'habitude que d'autres du télétravail ou moins la possibilité. On pense à certains agents d'accueil ou de catégorie C qui n'ont pas l'habitude. Comment occuper très rapidement, dès la mise en place rapide du télétravail, comment occuper rapidement ces agents de télétravail et les intégrer dans les missions? Alors, c'est ce que vous venez de rappeler, mais est-ce qu'il y a un dispositif particulier, une attention particulière à avoir pour certaines catégories de postes? Alors nous, ce qu'on a mis en place, et Guillaume complétera mon propos, hein, la première étape, c'est d'abord le manager regarde sur quoi on peut reprioriser les agents en fonction des activités, des missions un peu classiques du service, de la mission, peu importe le nom. Ça, c'est le premier élément. Et puis, évidemment, il y a toute une série d'agents qui, par la nature même de leur fonction, se retrouvent avec une activité réduite. Et ça, on ne peut rien y changer. Et l'idée, c'est de trouver comment transformer ça en opportunité. Nous, ce qu'on a essayé de mettre en place, c'est une petite capsule qui s'appelle Ressourcez-vous et qui a vocation à proposer à nos agents de se former. Ce temps-là où on ne peut plus l'utiliser sur ces fonctions classiques, comment on peut faire en sorte que des agents bénéficient de formations, il y a maintenant pléthore de formations en ligne qui sont disponibles, que ce soit sur leur cœur de métier ou sur d'autres aspects professionnels qui leur permettent voilà, d'augmenter leurs compétences, de valoriser ce temps finalement qui pourrait être inutile. Voilà, donc nous, l'option qu'on a choisie, c'est renforcer la formation et renforcer la formation à distance, offrir et pousser des formations à nos agents pour que cette période plus difficile devienne une opportunité. Alors, passons à la réponse à notre précédente question sondage. Craignez-vous que le télétravail puisse nuire à l'esprit d'équipe? Eh bien, vous êtes 70% à répondre non. Donc, il y a visiblement une confiance ou peut-être une maturité des agents, des personnels sur ce mode de fonctionnement et la possibilité, on le voit en filigrane, de le généraliser si c'est quelque chose qui n'est pas le cas actuellement. Qu'est-ce que cela vous inspire, Guillaume, puis Clément? Je dirais que ça renvoie à la notion de confiance qu'on évoquait. Si le télétravail, quelque part, l'expérience se passe bien, si l'agent arrive à se situer et à, je dirais, bien fonctionner en télétravail, et si la relation avec le manager est bien posée et sereine, quelque part, ça va être une expérience réussie qui va peut-être donner de la fierté à l'agent d'avoir passé une période difficile, qui va lui donner la fierté de la reconnaissance aussi de son manager et qui va peut-être aussi permettre au manager de se dire « Ah bah finalement, dans mon fonctionnement quotidien, je pourrais être encore plus dans cette logique de responsabilisation, de confiance. » Et donc, on peut en sortir effectivement par le haut avec une cohésion d'équipe renforcée. Ouais, en complément des propos de Guillaume, effectivement, d'abord, ça dépend effectivement des valeurs qu'on met en avant du manager. Et puis, c'est finalement une responsabilité de chacun, du manager, mais aussi de l'ensemble de l'équipe, de trouver les moyens de maintenir ce lien d'équipe, cette cohésion à travers des petits jeux, des petites choses. Nous, on a mis en place, par exemple, ce qu'on appelle des toc-toc cafés. C'est quoi? C'est là où d'habitude on va à la machine à café, ce qui est un lieu de socialisation assez fort des équipes, prendre le café ensemble. Là, on le fait en ligne. Donc voilà, le matin, on se fixe une petite réunion café.
Et on prend le café ensemble et on discute comme si on était à la machine à café. C'est des choses voilà, ludiques. Ça ne dure pas très longtemps, mais ça permet voilà, de conserver ce lien qui, à côté du lien professionnel, c'est aussi tous ces liens d'humanité, interpersonnel, juste de voilà, où on peut discuter. Et il faut aussi veiller à ça, c'est-à-dire trouver cet équilibre entre tout ce qu'on a évoqué précédemment, hein, qui est très orienté sur le professionnel, mais aussi comment on garde ce lien humain, qui est aussi les caractéristiques du lien qu'on peut avoir avec ses équipes. Absolument. Et donc, par là même, bien gérer son travail, son espace de travail, et c'est aussi garder le contact. Et ça, on va en parler aussi là sur votre outil, garder le contact. Alors, organisation de l'espace de travail, Guillaume. Oui, Alors, Clément. je vais Clément, plutôt Clément intervenir sur ce point. Oui. Ouais, si ça vous embête pas, Julien. Bien Sur sûr. cette troisième partie, là, ce qu'on s'était dit, c'est que il fallait aussi des choses très très pratiques pour les managers, mais aussi pour les agents. C'est-à-dire que tout d'un coup, se retrouver à la maison et devoir organiser sa vie professionnelle à côté de tout ce qu'on connaît. Hein. Moi, dans la pièce d'à côté, il y a mes enfants qui jouent. Voilà, et je pense qu'il y a beaucoup de gens derrière l'écran qui sont dans la même situation que moi. Ça veut dire qu'il faut s'organiser. Il faut voilà, avoir un bureau, garder le rythme des journées. C'est des petits conseils très très pratiques, mais qui, voilà, si on s'y attelle pas, très vite peuvent rendre compliqué voilà, cette cohabitation de la vie personnelle et professionnelle qui est forcée. Et donc voilà, ce guide avait aussi vocation à recueillir voilà, quelques petits trucs et astuces pour permettre de s'organiser. Bien sûr, il y a des contraintes nouvelles auxquelles il faut faire face, mais voilà, ça dépend aussi de chacun d'avoir ces réflexes un peu pratiques pour permettre de continuer à travailler dans des conditions les plus optimales possibles. Alors, solliciter votre manager, effectivement, ne pas hésiter s'il y a des difficultés naturelles qui sont rencontrées par la configuration toute exceptionnelle que vous venez de rappeler. Oui, alors là c'est pareil, toujours tourné vers les agents, c'est-à-dire qu'on a beaucoup insisté sur le fait que le manager devait garder le contact avec ses agents. Il faut aussi qu'il insiste sur le fait que sur sa disponibilité vis-à-vis de ses agents et que ses agents puissent lui faire remonter toutes les difficultés qu'ils peuvent rencontrer ou les besoins qu'ils peuvent faire remonter. Donc il faut aussi là, nouer ce lien de confiance pour que les agents puissent exprimer le fait que aujourd'hui ça va être compliqué parce que je dois garder mes enfants, donc peut-être ce que je devais te rendre aujourd'hui, je te le rendrai demain. Voilà, et ce temps d'échange où on a créé la confiance pour que les agents puissent venir vers le manager, faire remonter ces éléments-là, c'est indispensable. Voilà, la confiance, elle doit être réciproque et c'est extrêmement important d'arriver à installer cette confiance. On l'a vu, hein, les valeurs, ça va quand même conditionner beaucoup de choses sur la réussite de ce travail à distance. Et puis ensuite, on a mis là, pour le coup, c'est extrait de notre guide avec des outils qui nous sont propres, mais peut-être les gens qui nous écoutent ont d'autres outils, mais c'est vrai que nous, on a démultiplié l'utilisation des outils collaboratifs. Et évidemment, c'est des facilitateurs de ce travail à distance. Et il y a des choses maintenant proposées, là, nous, par Microsoft, mais il y a d'autres solutions. Hein, s'il n'y a pas une solution, voilà. Mais en tout cas, il y a les outils maintenant. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas les outils pour travailler en mode collaboratif. Ils sont là. Il faut s'en saisir. Alors, ça demande aussi de se former. Hein. Il faut accompagner aussi les agents dans ces premiers temps, notamment ceux qui n'étaient pas habitués à l'utiliser. Nous, on a fait des webinaires internes pour former à Teams, puisqu'on utilise Teams. Voilà, des choses très simples, mais qui très rapidement permettent d'utiliser ces outils et de faire partie de la communauté et de continuer à faire partie de l'ensemble de l'équipe. Il y a une nécessité toute particulière peut-être à avoir. Enfin, là, j'attends peut-être vos points de vue là-dessus, mais sur les agents qu'on peut identifier comme vivant mal, peut-être plus que d'autres les situations de télétravail, manque de motivation ou déconnexion, d'où la nécessité du travail collaboratif et de peut-être une attention particulière de la part du manager. Oui, je crois que la difficulté majeure de ce type de période, c'est qu'on est derrière des écrans, donc on voit moins
je dirais, les sentiments, je dirais les émotions. Est-ce que notre agent vit bien la situation ou pas? Et ce qui est le plus compliqué, je pense, c'est le non-dit, hein, dans un sens ou dans l'autre. Et Clément l'évoquait, solliciter votre manager, c'est aussi mettre en confiance l'agent pour qu'il puisse exprimer une difficulté, un mal-être, un ressenti par rapport à cette situation. Et je pense notamment à ce que j'évoquais en introduction, la différence de charge de travail qu'il peut y avoir entre des agents qui vont être surmobilisés parce qu'on va développer des outils, par exemple, type webinaire, qui vont beaucoup s'investir dans cette période, et d'autres qui vont avoir des fonctions moins faciles à transposer en télétravail ou qui vont travailler, par exemple, sur des applications métiers. C'est le cas notamment dans des domaines comme les finances. Et des fois, on ne peut plus accéder à nos applications métiers. Donc, ces agents se retrouvent avec une perte de charge de travail. Il peut y avoir une différence avec leurs collègues. Donc, le manager, il doit être encore plus vigilant avec ses agents et essayer d'instaurer un dialogue qui fait que l'agent puisse lui dire franchement, voilà, là, moi, j'ai pas beaucoup de charge de travail, je me sens pas trop bien par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble pour refixer les objectifs? Et le manager, là, sera beaucoup plus efficace s'il a le feedback ouvert de son agent, dès lors que l'agent est respectueux et le présente, je dirais, en explicitant les choses, il n'y a aucun souci. Oui, je partage évidemment complètement ce que vient de dire Guillaume, et il y a la responsabilité de manager aussi d'être très attentif aux signaux faibles. Voilà, quand on sent que par des petites choses, on voit que voilà, une personne est moins réactive, est moins disponible, on a plus de mal à la joindre. Voilà, là, c'est voilà, quelques signaux faibles comme ça, où on se dit qu'on voilà, on perd le lien, et donc c'est voilà, là où le manager doit avoir une action proactive pour revenir sur cette personne, mettre des mots aussi sur peut-être une disponibilité moindre pour avoir peut-être ça s'explique tout à fait, hein, mais voilà, il faut que le manager, là, quand il détecte ces signaux faibles, et donc il faut être encore plus attentif à ces signaux faibles, une fois qu'il les a détectés, d'avoir une démarche proactive vers ses agents pour avoir une discussion et comprendre comprendre le contexte. Et encore plus maintenant avec la durée du confinement, on sait, hein, les études le montrent, hein, plus le confinement va durer, plus l'état psychologique de certaines personnes va être atteinte par ces conditions-là. Et donc, plus le temps passe, plus il faut être attentif à ces signaux faibles. C'est vrai que c'est une des particularités de la crise que nous vivons, c'est qu'elle est longue. Elle est longue, c'est un marathon, hein, donc il y a peut-être des vigilances à redoubler sur ces signaux faibles que vous évoquez. Passons à notre quatrième partie et pas la moins intéressante selon moi, puisqu'elle fait partie je dirais, de l'optimisme qu'on pourrait avoir malgré tout. C'est en pensant à l'après déjà, puisque gageons que cette période est temporaire et que nous en sortirons et par le haut et grandi. Et donc, pour en tirer tous les enseignements, il faut d'ores et déjà préparer au cœur de la crise, préparer l'après. Oui, alors l'idée, c'est effectivement d'être dans une logique un peu de retour d'expérience et aussi d'être dans un petit peu la mouvance on va dire, le droit à l'erreur. On va faire forcément des erreurs, hein, dans une période de crise, mais on apprend beaucoup plus d'une erreur finalement que de quelque chose qu'on fait très bien. Et l'idée là aussi, c'est que l'erreur, on s'en rend compte pas forcément tout seul. On s'en rend compte aussi en échangeant avec ses collègues. Et pour ça, il faut le faire aussi assez rapidement, tant qu'on a encore le souvenir un petit peu du détail des choses. Donc, essayer très rapidement, même peut-être en cours de période, d'avoir un petit temps où on prend de la hauteur et on se dit, bah, finalement, par rapport à l'évolution des choses, voilà, on a fait comme ça. Est-ce que cette décision qu'on a prise, on l'a prise pour quel motif? Est-ce que ça a bien fonctionné? Est-ce que ça a moins bien fonctionné? Et peut-être d'en tirer des leçons pour l'avenir, pour être, allez, on va utiliser un terme à la mode, mais être résilient par rapport à de futurs chocs et être en capacité de s'adapter plus vite. Là encore, c'est toujours un peu les mêmes recettes, hein. C'est pas de jugement, c'est tirer les leçons positives de ce qu'on a pu faire. C'est pas réécrire l'histoire parce que forcément on fera des erreurs, mais plutôt essayer d'être solidaire et puis de laisser s'instaurer un dialogue ouvert. Il faut accepter
dirais, la critique positive pour pouvoir avancer. Et donc, le climat de confiance qu'on veut instaurer et que doit instaurer le manager doit permettre cet échange serein et positif projeté vers l'avenir. Et comment anticiper parfois on peut avoir un agent, une catégorie d'agents qui se révèle, je dirais, par le télétravail en termes de mobilisation, d'efficacité, et comment capitaliser là-dessus pour la suite? Alors moi, j'ai un exemple dans mon équipe effectivement d'un agent qui est très très pointu sur les outils collaboratifs et qui du coup nous est de grands secours dans cette période. Et c'est vrai que ça nous permet de nous projeter vers l'accélération en fait de projets. Clément parlait de la plateforme Ressourcez-vous. Par exemple, sur cette plateforme, on a mis en ligne des jeux apprenants. Donc des jeux vidéo apprenants qui vont permettre d'apprendre le management tout en jouant à un jeu un petit peu de simulation. Voilà, on y travaille avec cet agent qui est vraiment pointu sur le sujet et on va accélérer cette offre d'e-formation, de formation par le jeu, ce qu'on n'aurait peut-être pas fait aussi rapidement si on n'avait pas eu cette expérience qu'on n'avait pas prévue au départ. C'est vrai que cette situation, c'est un accélérateur. Moi, mon métier, c'est la transformation, d'accompagner la transformation. C'est un formidable accélérateur de transformation. Il y a plein de choses qui se révèlent. Il y a des agents qui se révèlent d'abord, vous l'avez dit, hein, et je pense qu'il faudra savoir en tenir compte après en tant que manager ou même en tant qu'institution. Et puis, il y a des modes d'organisation qui se révèlent. Hein. Là où je pense, c'était le cas de la région Grand Est ou d'autres collectivités ou organismes, où on testait le télétravail, où c'était quelque chose finalement fait à petite échelle, la période d'après, elle sera forcément différente. Et je cite le télétravail parce que ça saute évidemment aux yeux, mais il y a finalement plein de structures. Nous, on est en train de revoir nos process pour les simplifier parce que évidemment, c'est plus compliqué de réunir les gens et donc on voit que toute une série d'étapes de process sont supprimées. Bon, qu'est-ce qu'on fait après? Est-ce que finalement on garde pas cette simplicité-là dans un mode de fonctionnement normal? Probablement il faudra se poser des questions et c'est évidemment une période compliquée, malheureuse et qu'on n'espérait pas vivre. Mais voilà, si on essaye de voir le côté positif et d'en tirer le meilleur, on voit que c'est un formidable accélérateur de la transformation aussi. Absolument. Et de création peut-être aussi de communauté. Parce qu'effectivement, on en est un peu l'exemple sur ce guide du manager. On a beaucoup de communautés internes, mais aussi externes, qui se créent et des solidarités un peu nouvelles. Et ça, c'est aussi un accélérateur de création de réseaux et de réseaux interdisciplinaires, interservices, intercollectivités. Ça, c'est vraiment précieux et on espère que cet élan-là va continuer après la période de confinement. Oui, c'est tout l'enjeu sur des structures très hiérarchisées. On a évoqué les structures en silo. Si on voit qu'on a un management aujourd'hui plus collaboratif et qu'on voit que ça fonctionne et qu'on requiert l'adhésion des agents, effectivement, l'enjeu c'est de pas refaire comme avant. Effectivement, donc c'est effectivement le grand enjeu de cette après-crise. Donc nécessairement un travail véritablement collaboratif aussi dans ce recueil de retours d'expérience. Tout à fait. L'idée là, c'est aussi de pouvoir ouvrir à d'autres visions. Donc, si on peut ouvrir et échanger aussi collectivement, ça serait intéressant, par exemple, à l'échelle de la région, qui pense un petit peu parce qu'on a un temps qui était prévu avec nos managers du comité de direction sur le management de la complexité. Et là, on pourrait vraiment l'illustrer à travers un échange d'expérience sur cette période. Et on aurait des points de vue très différents suivant le niveau, je dirais, géographique, par exemple, des managers. On a des managers dans nos antennes régionales qui, actuellement,
gèrent directement la situation de crise, travaillent sur la collecte de masques, par exemple, et on a d'autres managers qui vont assurer la continuité au niveau des fonctions d'aide aux entreprises. On a d'autres managers qui travaillent sur la continuité de notre activité et de notre organisation, et ça serait vraiment intéressant d'arriver à mélanger tous ces points de vue. Alors, on a encore plusieurs questions. On ne pourra évidemment pas répondre à l'intégralité des questions, nous en avons beaucoup, hein, mais peut-être retenons quelques-unes. Question intéressante, est-ce que les élus sont complètement intégrés dans ce nouveau mode de fonctionnement, et est-ce que ça fonctionne bien avec les élus dans la mise en place généralisée de ce management à distance? Guillaume? Écoute, moi j'ai peut-être une vue un peu moins précise sur le sujet, mais effectivement les outils de travail à distance, type effectivement outils collaboratifs, sont utilisés aussi au niveau de nos élus. Il y a une cellule de crise, hein, qui a été constituée avec l'exécutif régional et avec la direction générale, qui permet aussi de travailler sur le sujet. Donc les élus sont dans la dynamique, effectivement. Alors, je ne sais pas si ça concerne tous les élus régionaux, pour être tout à fait honnête, mais en tout cas, sur l'exécutif régional, le président, les vice-présidents, nos présidents de commission, il y a effectivement des contacts et un pilotage collectif quasi quotidien, et avec des temps d'échange très réguliers. Là aussi, finalement, on a mis en œuvre ce qui est aussi porté dans le guide, hein, ces temps de réactivité très courts et d'échanges très réguliers. D'où d'ailleurs l'absence de Nicolas Pernaut aujourd'hui, avec effectivement des temps d'échange, voilà, qui se sont multipliés, qui ont avec une fréquence beaucoup plus grande, justement pour s'adapter à une situation qui évolue, à la fois sur notre organisation, mais évidemment sur nos politiques publiques, pour mettre en place des aides, hein. Vous avez vu que la région Grand Est a mis toute une série d'aides à destination des entreprises, des personnels, en tout cas des personnes qui se forment, aides-soignantes et infirmières. Voilà, tout ça se fait dans un temps très court, donc ça demande une réactivité très forte. Là, c'est la vraie gestion de crise, hein. Là, c'est moins du travail à distance que de la gestion de crise. Voilà, pour réajuster les dispositifs, créer un dispositif en quelques heures. Et donc, ça mobilise toute la chaîne, à la fois de décision et puis d'exécution. Et donc, il faut cette proximité élue administration pour gagner en réactivité face à une crise qui nécessite de la réactivité. Et dans cette crise et ce management à distance généralisé, avez-vous eu ou avez-vous encore une communication spécifique pour les agents non mobilisés dans le plan de continuité d'activité, qui sont à la maison pour s'occuper des enfants et plus au travail, ou difficultés de santé, ou congés exceptionnels, comment les inclure finalement dans ce dispositif spécial crise de continuité des services? Alors, on a un outil bureautique, effectivement, qui s'appelle, je crois, Mon Bureau Grand Est, qui permet à chaque agent, hein, même n'ayant pas un ordinateur portable région, de se connecter sur cet espace et d'avoir accès à un certain nombre d'informations. Et puis, il y a également, effectivement, l'idée de toucher les agents par différents supports, différents contenus qu'on peut leur proposer. Et pas plus tard que ce matin, par exemple, on a proposé aussi des cours de langue en ligne pour les agents de la région qui souhaiteraient profiter de ce temps. Voilà, on arrivera, il faut être honnête, on n'arrivera pas totalement pour certains agents qui ont une activité peu mobilisable en télétravail d'arriver sur une activité normale. Par contre, on garde le lien, on garde de l'info, et puis on leur permet d'accéder à du développement de compétences linguistiques, managériales, sur les thèmes liés à leur domaine d'activité, pour justement les maintenir en lien et impliqués, sachant qu'effectivement, on ne sait pas la durée exacte du confinement, même si on commence à voir un petit peu le cadre. Donc, il faut aussi faire avec l'incertitude sur la date de la fin du confinement. Et c'est vrai que Guillaume le disait, donc on a produit du contenu, hein, pour garder le lien, proposer des choses, informer, et puis on a multiplié les canaux de contact.
on avait recueilli en prévision du confinement les numéros de téléphone, y compris personnels des agences, qui nous permettent d'envoyer des SMS massifs pour les inviter à regarder telle ou telle information sur le site de la région. Enfin voilà, on a utilisé tous les outils qui étaient à notre disposition pour garder ce contact, mail, SMS, le site interne aux agents. Enfin, voilà, on a démultiplié les canaux. Enfin, peut-être dernière question, puisque nous allons arriver bientôt au terme de cet événement. Question qui s'adresse évidemment à vous deux. On parle beaucoup, on a coutume de dire que la fonction publique dans son ensemble, même s'il y a des disparités sur les fonctions publiques, mais dans son ensemble est plutôt en retard sur le télétravail et sur je dirais les pratiques managériales un peu innovantes. Alors, d'une part, est-ce que vous partagez ce constat et pourquoi, le cas échéant, on pourrait constater un petit retard dans ces structures? Alors, je vais peut-être évoquer, moi, les pratiques managériales. Je laisserai plutôt Clément répondre sur le télétravail. Nous, on est un exemple, je dirais, assez intéressant au niveau de Managest, puisque Managest, c'est une école de formation interne à la région qui va former et accompagner ces 880 managers, parce qu'il faut savoir que sur 7500 agents, on a 880 personnes qui encadrent à la fois sur les sièges administratifs et dans les lycées des régions. Et on est sur une dynamique, en fait, de créer aussi une culture d'administration, pour pas dire culture d'entreprise, autour de valeurs. Et une des valeurs fortes, c'est l'innovation. Et on est dans une démarche, je dirais, de promotion et d'accompagnement des managers dans leurs pratiques managériales innovantes. Et je peux le dire assez fièrement, je pense qu'on est plutôt dans la bonne vague et dans la bonne dynamique. Et notre démarche, elle commence à inspirer beaucoup de partenaires, y compris dans le privé. Donc, je pense que ça dépend des collectivités et il y a de plus en plus de collectivités qui s'y mettent. On est en contact avec un réseau d'une centaine de collectivités en France qui ont des démarches approchantes. Donc, ça bouge aussi dans le public. Oui, je rejoins le propos de Guillaume. Je pense qu'il ne faut pas faire de généralité. Il y a des collectivités qui sont extrêmement avancées sur le télétravail ou sur d'autres adaptations du management. Nous, sur le travail à distance, par exemple, voilà, on est tout à fait équipé. C'est tout à fait classique chez nous de travailler à distance. La région Île-de-France, pour les citer, a mis en place un travail, le télétravail généralisé pratiquement. Voilà, il y a des exemples très très avancés dans le secteur public de travail à distance ou de télétravail. Il faut tirer le meilleur effectivement des expériences des uns et des autres. Je pense que cette période-là va nous permettre aussi d'accélérer les choses évidemment, mais je ne crois pas qu'on ait forcément à rougir. Alors il y a aussi des mauvais exemples évidemment, mais des collectivités moins avancées, mais je pense qu'on n'a pas à rougir du secteur privé sur ces sujets-là. Absolument, absolument, je partage. Je pense que ça a beaucoup bougé ces dernières années dans les collectivités. Ce qui a pu être vrai il y a encore 4-5 ans, l'est beaucoup moins aujourd'hui et même certains organismes privés pourraient s'inspirer de certaines expériences publiques et on en est plutôt de ce niveau-là. Nous arrivons au terme de cette webconférence. Alors pour tous ceux qui n'auraient pas eu de réponse à leurs questions, vous pouvez retrouver notre service Vecaline Expert qui poursuit entièrement ses services en période de crise. Donc répondez à cette question si vous voulez plus d'informations sur nos ressources RH notamment, ressources humaines et Vecaline Expert. Nous vous ferons un plaisir de vous donner plus d'informations sur ces services. Retrouvez sur vk.fr donc toutes nos solutions de décryptage juridique et d'accompagnement opérationnel au travers de nos services documentaires et de veille réglementaire. Accédez gratuitement librement à nos contenus dédiés à la gestion de la crise sanitaire, notamment dans ces aspects donc, de ressources humaines, tels qu'on a pu les voir aujourd'hui, de management. Créez-vous un compte et l'accès est entièrement libre, bien entendu. Suivez toute l'actualité liée à la crise du Covid-19 dans tous ces aspects concernant le secteur public sur vk.fr, sur notre site.
Retrouvez-nous pour la suite de notre grand cycle d'avril solidaire du service public. Premier événement aujourd'hui même, hein. Donc une nouvelle webconférence semaine prochaine, grâce à cet outil, finalement on l'a vu, particulièrement adapté aux circonstances et à notre sujet du jour. Donc la date et l'horaire seront communiqués très prochainement sur vk.fr dans l'espace webconférence. Donc restez bien connectés sur notre site. Merci infiniment à nos intervenants, Clément Cambon, Guillaume Collimer pour s'être rendu disponible, d'avoir répondu à notre invitation, nous avoir livré ses bons conseils, ses expertises. On salue Nicolas Pernaut et on le remercie d'avoir accepté notre invitation et évidemment on lui souhaite beaucoup de courage dans ce pilotage de la gestion de crise. Merci à Laetitia Ligo pour la réalisation à distance de cet événement. Merci également à Hugues Périnel pour son concours dans la réalisation de cet événement, sans qui il n'aurait pas été possible. Merci à nos partenaires sur cet événement et l'ensemble de notre campagne solidaire du service public. Merci à la CASDEN, merci à la MNT, merci à la SMACL. Et merci à tous pour votre attention. Bon courage à tous. Le meilleur moral possible, hein, c'est important en ce moment. L'une des particularités de cette crise, hein, on l'a dit, c'est sa durée. Hein, donc, tenez donc bon dans le temps. Et on a aujourd'hui évidemment une pensée pour les agents publics de la région Grand Est qui sont avec nous aujourd'hui. Tous nos encouragements pour l'ensemble des agents publics, hein, partout en France, les agents hospitaliers et tous les autres, qui assurent la continuité des services publics essentiels et la protection des populations, et en premier lieu les plus vulnérables d'entre nous. Donc, petite pensée à tous. Merci beaucoup, à très bientôt sur vk.fr et puis d'ici là, prenez soin de vous. À bientôt. Au revoir. Au revoir.